Notre périple ferroviaire helvétique commencera à Zermatt, commune du canton du Valais située dans le district de Viège ou Visp, tout au sud de la Suisse. Traversée de part en part par la Viepa qui descend de la montagne, Zermatt est une station réputée pour le ski, l'alpinisme et la randonnée. La ville, qui compte une population permanente de 6000 habitants environ, se trouve à une altitude de 1600 mètres, au pied de l'emblématique mont Cervin, qui, pour nous, et compte tenu des conditions météorologiques, restera toujours un sommet mystérieux et invisible, malgré ses 4478 mètres cachés sous des nuages tenaces. C'est l'un des plus hauts sommets de Suisse. La commune est très densément bâtie et ne compte que 3 rues principales qui desservent la gare et l'église, constituant le centre de la station. Zermatt a su garder son aspect typique de village valaisan de montagne, avec des règles d'urbanisme et de construction très strictes, préservant entre autres ses raccards, sortes de greniers indépendants et surélevés. La ville est interdite aux automobiles depuis 1972 afin d'éviter toute pollution de l'air. Seuls les véhicules publics électriques peuvent y circuler. En hiver et depuis 1898, Zermatt est une importante station de sport d'hiver dotée d'un très vaste domaine skiable qui est relié à certaines stations italiennes. En été, c'est un paradis pour les activités de plein air. Aussi, il serait inconcevable de séjourner à Zermatt sans monter au sommet du mont Gornergrat à 3089 mètres d'altitude à bord du Gornergratbahn, le train à crémaillère à ciel ouvert le plus haut d'Europe. Un trajet panoramique d'une trentaine de minutes qui traverse un décor alpin spectaculaire, ponctué par des arrêts facultatifs qui sont autant de plateformes d'observation exceptionnelles sur les glaciers et les sommets mythiques des Alpes suisses, ainsi que sur son environnement immédiat, comme le plus haut jardin alpin d'Europe,
et sa végétation unique, tandis que côté faune, les marmottes entre autres ont une aire de jeu considérable. Nächster Halt, next stop, Rotenboden. Arrivé au sommet, on découvre l'un des plus beaux panoramas d'Europe avec une vue à 360 degrés sur 29 sommets alpins dépassant les 4000 mètres, dont le Mont Rose, le Lyskam, le Dôme et, bien sûr, l'emblématique Cervin, immanquablement enchâssé dans ses nuages.
pied, le Gorner Gletscher, autrement dit le glacier du Gorner, est le troisième plus grand glacier des Alpes, avec ses presque 13 km de coulée sur une pente à 18%, un spectacle grandiose. Bien sûr, nous aurions apprécié un soleil plus généreux pour cette ascension et ce premier jour sur les rails helvétiques, mais ce fut quand même mieux que ce à quoi nous aurions pu nous attendre ce matin, et ce à quoi nous allons être confrontés pour les jours suivants. En attendant, retour à Zermatt. Geschätzte Fahrgäste, in wenigen Minuten treffen wir in Zermatt ein. Le Glacier Express est un classique parmi les voyages en train du monde entier. Au départ de Zermatt, au pied du mont Cervin, ce voyage panoramique spectaculaire va nous emmener jusqu'à Saint-Moritz, à 290 km de là, en quelques 7 heures et 45 minutes, soit sa qualification du train rapide le plus lent du monde. Entré en service le 25 juin 1930, son tracé spectaculaire ne compte pas moins de 291 ponts et 91 tunnels. Grâce aux larges fenêtres vitrées panoramiques, c'est un voyage grandiose qui nous attend, malgré une météo avare en couleurs, en lumière et en soleil. Ce fut vraiment dommage et frustrant. De Zermatt à Brigue, le glacier Express descend de 1600 mètres à 670 mètres d'altitude sur 45 km en 1h30. La vallée de Saint-Nicolas offre une remarquable variété de paysages, gorges sauvages, parois rocheuses escarpées et glaces éternelles trônent au-dessus de la vallée, au fond de laquelle fleurissent des prairies alpines.
De Brigue à Andermatt, le glacier express remonte la vallée du Rhône de 670 mètres à 1435 mètres d'altitude sur 70 km et toujours en 1h30. La vallée du Rhône est un paradis pour les randonneurs avec ses traditionnelles maisons en bois d'un noir intense construites sur des pilotis. D'Andermatt à Coire, le glacier express passe de 1435 mètres à 585 mètres d'altitude sur 90 km en 2h30. Mais auparavant, il doit franchir le col de l'Opéralpe à 2033 mètres d'altitude, qui est le point culminant du voyage et la ligne de partage des eaux. Avant d'arriver à Coire, le train traverse une gorge unique et profonde, aux formations rocheuses bizarres, endroit surnommé le Grand Canyon suisse, au fond duquel serpente le Rhin. Ce paysage exceptionnel, resté pratiquement intact jusqu'à la construction de la voie ferrée, serait dû à de gigantesques éboulements survenus après la dernière période glaciaire. De Coire à Saint-Moritz, le glacier express remonte de 585 mètres à 1775 mètres d'altitude sur 85 km en 2 heures. Ce tronçon traverse un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO de par ses chefs-d'œuvre de l'ingénierie ferroviaire. C'est la plus spectaculaire étape du glacier express qui, entre Breda et Bergune, va franchir 6 viaducs vertigineux et 2 tunnels hélicoïdaux qui vont lui permettre d'affronter les 400 mètres de dénivellation. Un véritable bijou technique à l'image de l'élégant viaduc de Landwasser qui en est l'exemple le plus marquant. Saint-Moritz est un village de montagne cosmopolite à 1800 mètres d'altitude et qui bénéficierait de 300 jours de soleil par an, mais pas aujourd'hui en tout cas. C'est plus qu'une station thermale réputée, plus qu'une destination de sport d'hiver et plus qu'un lieu de prédilection mondain pour les riches et les beaux de ce monde. Sa renommée remonte à plusieurs centaines d'années et le tourisme hivernal y vit le jour dès 1864. La ville peut s'enorgueillir d'un héritage olympique exceptionnel puisqu'elle a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 1928 et de 1948 ainsi que les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse en 2020. C'est aussi à Saint-Moritz qu'a brillé le premier éclairage électrique de Suisse et qu'a vu le jour le premier hôtel-palace d'Europe.
Sa tour penchée de 33 mètres de haut est mentionnée pour la première fois en 1139 dans un document officiel. C'est l'emblème de Saint-Moritz. Avec une inclinaison de 5,5 degrés, elle serait plus penchée que la célèbre tour de Pise. Tout comme le Glacier Express, le train panoramique Bernina Express est un incontournable du tourisme ferroviaire suisse. Il dispose dans cette région des Grisons de la ligne la plus élevée dans les Alpes à 2253 mètres d'altitude, une région qu'il traverse du nord au sud, de Saint-Moritz à Tirano, tout au nord de l'Italie. Cette portion ferroviaire est aussi inscrite au patrimoine mondial pour son tracé exceptionnel et ses prouesses techniques. Parti de Saint-Moritz, le Bernina Express rejoindra Tirano à 61 km de là en 2h30, avec un groupe d'Asiatiques dans le wagon. Dès son départ de Saint-Moritz, à 1800 mètres d'altitude, le Bernina Express entame son ascension vers les majestueux glaciers du massif de la Bernina et l'immensité des montagnes environnantes. Après avoir franchi le col d'Ospizio à 2253 mètres d'altitude, le Bernina Express va marquer une pause à la gare d'Alpgrum à 2091 mètres pour permettre aux passagers de savourer le panorama grandiose qui s'étend à leurs pieds et sous leurs yeux. Enfin, c'est ce qui est annoncé dans la brochure touristique. En fait, aujourd'hui, et une fois de plus, cette escale est frustrante à cause d'une météo décidément hostile, avec une quantité de nuages et une pluie glaciale. À partir de là, le Bernina Express va entamer une impressionnante descente de plus de 1660 mètres avant de rejoindre Tirano, qui se trouve à 430 mètres d'altitude, de lacet en lacet, de tunnel en tunnel, avant de rejoindre le Puchlav, le Val Poschiavo en italien, une vallée située dans la partie italophone du
canton des Grisons. Le train va ensuite longer le lac de Poschiavo avant d'emprunter le célèbre viaduc hélicoïdal de Brisio que tous les voyageurs, asiatiques y compris, et plutôt de fois qu'une, attendaient avec impatience. Avec ses 9 arches, le viaduc hélicoïdal de Brusio, aussi connu comme le viaduc en spirale de Brusio, est un ouvrage d'art datant de 1907 et présentant une boucle hélicoïdale de 110 mètres qui permet à la voie ferrée de rattraper un dénivelé de 10 mètres pour un rayon de 70 mètres. Le Bernina Express arrivera ensuite à Tirano, son terminus, en longeant tel un tramway des rues bordées de vieux murs et en traversant fièrement des places, comme ici, juste devant la basilique de Madonna di Tirano du XVIe siècle, le plus important exemple de la Renaissance dans la région.
Situé tout au nord de l'Italie, au cœur des Alpes, Tirano est un carrefour naturel de peuples et de cultures, de commerçants et de voyageurs. Elle séduit par son art et son histoire, mais nous n'y ferons qu'un trop bref transit. Le bus Bernina Express va prendre le relais du train au départ de Tirano pour rejoindre Lugano à 125 km de là. L'autocar longe le lac de Caume et, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas en Écosse ou en Irlande, mais bien dans le nord de l'Italie, dans la grisaille, donc un trajet sans intérêt. Peu de temps avant notre arrivée à Lugano, nous retrouvons le territoire suisse et, avec un peu de chance, une météo plus favorable. À 270 mètres d'altitude, la ville de Lugano, située à l'extrême sud de la Suisse, sur les rives du lac du même nom, garde un cachet de petite ville ancienne, tout en étant devenue un grand centre d'affaires de la Suisse moderne. Elle se distingue par une atmosphère étonnamment méditerranéenne, même si elle manque de soleil, de couleurs et de lumière en cette fin d'après-midi. Le Gotthard Panorama Express est un autre train touristique qui va nous transporter à travers les paysages contrastés de la Suisse, du climat méditerranéen du Tessin jusqu'aux montagnes majestueuses du cœur historique helvétique. Ce trajet spectaculaire du sud au nord emprunte l'ancienne ligne ferroviaire du Saint-Gothard, inaugurée en 1882, et se poursuit en bateau pour atteindre Lucerne.
Le passage du tunnel du Saint-Gothard sur 15 km, véritable prouesse d'ingénierie, marque le changement entre la Suisse italophone et la Suisse germanophone. En ressortant, nous entrons dans le berceau légendaire de la Confédération helvétique, au cœur des terres de Guillaume Tell, une région apparemment plus ensoleillée que plus au sud. Le chantier du tunnel fut confié à l'ingénieur Louis Favre, qui en décrocha le mandat en 1872 et qui, bien que décédé en 1879 au cours d'une visite d'inspection, fait toujours partie du voyage, sagement installé sur la banquette d'un wagon classique où on peut enfin ouvrir les fenêtres. Depuis le 11 décembre 2016, un nouveau tunnel ferroviaire long de 57 km, le plus long tunnel du monde, et qui a nécessité 17 ans de travaux, relie maintenant plus facilement le nord et le sud de l'Europe. À Fluelen, nous quittons le Gotthard Panorama Express pour embarquer à bord d'un bateau à vapeur historique qui nous conduira directement à Lucerne après une agréable croisière de 2h40 sur le lac des Quatre Cantons.
Le lac des Quatre Cantons couvre une superficie de 114 km² et a une longueur totale de 38 km. Sa profondeur maximale est de 214 mètres. C'est sur le lac des Quatre Cantons, et plus précisément à Rutli, qu'a été scellée en 1291 l'Alliance éternelle ayant valeur d'acte de création de la Confédération helvétique. Notre bateau à vapeur, le Uri, date de 1901 et est propulsé par 2 roues à aubes. La machinerie est rutilante et l'équipage lui consacre toute son attention. C'est une véritable croisière empreinte de nostalgie. Le bateau accoste tout à proximité de la gare ferroviaire. Lucerne est située au cœur de la Suisse centrale. C'est une ville agréable et dynamique dans laquelle il fait bon vivre, une ville tantôt calme et tantôt débordante de vie qui nous accueille. Faisant partie des fortifications qui ceinturent les hauteurs de la ville depuis 1386, le mur de la Musseg et ses 4 tours encore ouvertes au public dominent la ville basse sur un fond de sommets enneigés.
Le pont de la Chapelle est l'emblématique endroit de la cité. Construit dans la première moitié du XIVe siècle, il fait partie intégrante des défenses de la ville et il tire son nom de la chapelle Saint-Pierre voisine. Depuis le XVIIe siècle, sa charpente est ornée de nombreux tableaux retraçant des scènes de l'histoire helvétique et de la vie des saints patrons de Lucerne, Saint-Léger et Saint-Maurice. La tour de l'eau, érigée vers 1300, haute de 34 mètres, servit tout à la fois de tour de guet, d'archives, de chambre forte, de salle de torture et de prison. Symbole de la ville, le pont de la Chapelle serait aussi le monument le plus photographié de toute la Suisse. La collégiale, principale église de la ville, est le siège du chapitre Saint-Léger et Saint-Maurice. C'est le plus grand édifice religieux suisse de l'époque Renaissance. Le lion mourant de Lucerne serait l'un des monuments les plus connus du monde. Il est taillé dans la roche à la mémoire des héroïques gardes suisses morts en 1792 en défendant le palais des Tuileries à Paris pendant la Révolution française. L'écrivain américain Mark Twain l'appelait « le plus triste et le plus bouleversant morceau de roche du monde ». De nombreuses maisons historiques, aux façades ornées de fresques impressionnantes, entourent les places de la vieille ville, tout ce qui fait le charme d'une errance dans les rues de Lucerne. Enfin, le barrage à aiguilles, construit entre 1859 et 1860, régule encore aujourd'hui le niveau d'eau du lac des Quatre Cantons. Sur le trajet de notre prochain et dernier train panoramique, le Golden Pass Express, GPX pour les habitués, nous faisons un arrêt à Interlaken, une cité de villégiature traditionnelle
du canton de Berne, construite entre le lac de Thun et le lac de Brienz, d'où le nom de cette ville. C'est précisément à Thun que nous allons passer le temps de cette courte escale. Bien que situé au bord du lac du même nom, le centre historique de Thun est ancré sur un îlot de la rivière Haar qui se sépare en deux bras pour traverser la cité. La ville est dominée par son imposant château de style médiéval, considéré comme bien culturel d'importance nationale. Construit entre le XIIe et le XIIIe siècle, le château est coiffé d'un robuste donjon qui s'élève à plus de 40 mètres, agrémenté de 4 tourelles d'angle. Depuis la ville basse, et outre un ascenseur, le château est accessible par un escalier historique en bois, le Kirchtreppe, qui conduit au chemin de ronde surplombant la ville. Beaucoup de maisons traditionnelles bordent les ruelles pavées du centre, transportant le visiteur à l'époque médiévale. Leurs ingénieuses toitures avancées devaient protéger les chalands du soleil et de la pluie.
Le Golden Pass Express, ou GPX, sera notre dernier train de prestige en Suisse. C'est un voyage exceptionnel de 3h15 qui nous attend entre les sommets majestueux des Alpes bernoises et la Riviera vaudoise sur les rives du lac Léman. C'était une liaison ferroviaire directe qui était attendue depuis plus de 100 ans, réalisée grâce à une technologie unique avec des bogies à écartement variable qu'il faut ajuster en cours de route à Zweisimmen plus précisément, là où le train marquera un arrêt plus prolongé. La première circulation directe du Golden Pass Express entre Interlaken et Montreux remonte au 11 décembre 2022, c'est donc très récent, après expérimentation de la rampe de Zweisimmen, qui permet de passer d'un écartement normal des voies 1,435 m à un écartement métrique. L'opération ne dure que 8 minutes et les voyageurs ne se rendent compte de rien. Le voyage à bord du Golden Pass Express s'apparente à une flânerie à travers la Suisse, avec ses voitures entièrement panoramiques qui offrent des vues immersives sur les paysages traversés. La descente vers le lac Léman et Montreux est impressionnante, avec de nombreux lacets, et à travers les célèbres vignobles de Lavaux qui s'accrochent à flanc de coteaux et qui sont inscrits aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis 2007. Geneva Airport. La gare de Montreux accueille le Golden Pass Express sur un quai annexe de la gare principale, toujours à cause de l'écartement métrique des rails. Montreux est réputé pour son microclimat très doux et son festival de jazz qui se déroule chaque année au mois de juillet. La promenade de la ville sur les rives du lac est bordée de fleurs, de sculptures, d'arbres méditerranéens et de bâtiments de style Belle Époque. Montreux connaît un essor touristique et hôtelier important dès 1880 et attire un grand nombre de congrès internationaux. Dernière étape de ce périple en Suisse, la visite du château de Chillon à une encablure de Montreux, facilement accessible en bus et en bateau. C'est un imposant monument historique médiéval qui est le résultat de plusieurs siècles de construction et de réaménagement divers depuis le XIIe siècle. L'îlot rocheux sur lequel le château est édifié constituait à la fois une protection naturelle et un emplacement stratégique pour contrôler le passage entre le nord et le sud de l'Europe. L'histoire du château est marquée par trois grandes périodes. En 1150, la famille de Savoie contrôlait déjà la forteresse et, par là même, le passage le long du lac Léman. Les Suisses, et plus précisément les Bernois, ont conquis le pays de Vaud et occupé le château dès 1536. Pendant plus de 260 ans, le château sert de forteresse, d'arsenal et de prison. À la Révolution vaudoise de 1798, les Bernois quittent les lieux et l'État de Vaud en devient propriétaire à la création du canton en 1803. Les corps des bâtiments sont groupés autour de 4 cours et d'un donjon central. Côté terre, le château était aménagé pour la défense, tandis que côté lac, les bâtiments servaient de résidence.
Avec la splendeur de ses paysages, son climat agréable et ses hôtes célèbres, Charlie Chaplin, Freddie Mercury entre autres, Montreux mérite bien le terme de Riviera suisse. C'est d'ailleurs le berceau du tourisme en Suisse et elle continue son histoire en innovant sans cesse. C'est ici que se termine ce périple ferroviaire qui, de train de prestige en train de prestige, a traversé les grandioses régions des Alpes suisses, même si, hélas, la météo capricieuse ne nous les a pas fait apprécier à leur juste valeur.